La semaine passée, je vous ai expliqué le Bitcoin. Cette semaine, c'est les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Avant toute chose, aujourd'hui, je vais assumer que vous avez écouté la capsule explicative du Bitcoin de la semaine dernière. Si c'est pas le cas, allez-y tout de suite. Sinon, vous arrivez en plein milieu de l'histoire. Inquiétez-vous pas pour moi, je bouge pas, là, je vous attends. Bon, tout le monde est à date? On part! C'est bien beau de vous expliquer comment ça marche, mais comment on fait pour en posséder du Bitcoin? C'est effectivement une excellente zone grise que j'ai pas couverte dans ma vidéo originale. La blockchain, c'est juste le registre des transactions, mais c'est pas là où l'argent est stocké. Les Bitcoins sont stockés dans des portefeuilles qui ont tous une adresse alphanumérique là, très longue et unique, et il existe deux types. Le portefeuille en ligne et le portefeuille local. Le portefeuille en ligne, c'est un site qui vous permet de stocker votre argent, un peu comme une banque. Et un peu comme une banque, il y a des frais de transaction qui sont perçus à chaque fois, mais votre portefeuille est 100% sécurisé en ligne. Le portefeuille local, vous l'aurez compris, c'est un fichier sur votre ordinateur, votre cellulaire ou sur une clé USB qui vous appartient. Il n'y a pas de frais de transaction, mais c'est comme de cacher votre argent dans votre matelas. Si vous passez au feu, vous perdez vos économies. C'est d'ailleurs comme ça que 10% des bitcoins se sont évaporés dans la nature. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas un expert en informatique, je vous recommande plus ou moins d'avoir un portefeuille local. Je n'endosse aucun site, mais si vous voulez vous procurer des bitcoins, il y a Kraken et Coinbase qui sont des bons endroits pour commencer. Je ne vous recommande pas les guichets bitcoin qu'on peut trouver des fois dans des stations à essence, des dépanneurs. C'est souvent dans les poches du crime organisé que les frais de transaction vont se ramasser. Vu la valeur d'un seul bitcoin, j'imagine que c'est impensable ou risqué de s'en procurer. Au contraire, c'est très facile et sécuritaire. Un bitcoin et de l'argent régulier, c'est la même chose à une différence près. Le dollar et l'euro se divisent en 100 unités, des sous, des centimes. Le bitcoin se divise en 100 millions d'unités, qu'on appelle des satoshis. Fait que tu peux acheter pour 100 $ de bitcoin si tu veux, comme tu peux acheter pour 100 $ d'or. 100 $ de Bitcoin en date de l'enregistrement vont te donner autour de 0,0009 Bitcoin, 900 micro-Bitcoin, 90 000 Satoshi. C'est du placement de virgule, c'est toute la même chose. C'est comme de dire 1 km, 1000 mètres ou 1 million de millimètres. Tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin complet, comme tu n'es pas obligé d'avancer exactement 1 km avec ton auto. Tout se subdivise par une petite distance ou un montant en Bitcoin précis. Le Bitcoin ou autre monnaie numérique, est-ce que ça peut être utilisé comme une petite monnaie ou c'est plus un investissement comme acheter de l'or? De ce qu'on comprend, parce que l'auteur du Bitcoin est anonyme, l'intention originale, c'était de remplacer l'argent régulier. Ça peut être utilisé pour des achats de tous les jours, mais maintenant, c'est tellement volatile que si je te vends une pizza à 1500 Satoshi, aujourd'hui, ça peut valoir 16 $, demain, ça vaut 17 puis après-demain, 12. Les gens préfèrent en acheter des grosses quantités et revendre le Bitcoin à profit plus tard. Ton exemple de l'or est quand même bon. D'ailleurs, parlant de pizza, le 22 mai 2010, qu'on appelle le Bitcoin Pizza Day, Laszlo Aniec a acheté 2 pizzas Papa John pour, tenez-vous bien, 10 000 bitcoins. C'était un total d'à peu près 41 $ à l'époque. C'est généralement considéré comme la première vraie transaction en bitcoin. Voyez-vous, quand je parle de volatilité, 10 000 bitcoins aujourd'hui, ça vaut plus d'1 milliard de dollars US. Si la blockchain, c'est virtuel, est-ce que ça peut être corrompu et est-ce que l'intelligence artificielle pourrait détruire ça? En informatique, il ne faut jamais dire jamais, mais je vois très mal comment, même avec l'intelligence artificielle, ça serait possible de briser la blockchain. N'importe qui peut avoir une copie de la blockchain complète chez lui en autant d'avoir de l'espace de stockage. En date d'aujourd'hui, le fichier fait environ 775 gigaoctets et augmente d'environ 100 gigs par année. Aussi, on estime le nombre de copies de la blockchain à 70 000 réparties un peu partout dans le monde. Pour pirater et corrompre la blockchain, il faudrait en moins de 10 minutes recalculer toutes les clés cryptographiques de la chaîne qui ont pris 18 ans à calculer en utilisant toute l'informatique mondiale et le faire en même temps sur les 70 000 copies de la blockchain qui existent partout dans le monde. Même à long terme, en utilisant l'intelligence artificielle et des ordinateurs quantiques, je ne vois pas comment ça serait possible. L'intelligence artificielle, elle est excellente pour détecter des failles de sécurité dans la logique de programmation, mais là, on parle de modifier simultanément des dizaines de milliers de fichiers gigantesques et décentralisés. Au niveau pratique, c'est impossible. Si c'est si sécuritaire, alors pourquoi certaines personnes réussissent à frauder? OK, il faut savoir que c'est pas le Bitcoin qui est frauduleux. Le Bitcoin, c'est un moyen de paiement comme un autre. C'est juste qu'il est anonyme et c'est pour ça que les fraudeurs l'aiment tellement. Toutes les transactions sont visibles par tout le monde sur la blockchain, mais tout est anonyme. Alors, si je t'envoie 1000 € en Bitcoin, moi, tout ce que je sais, c'est que j'envoie de l'argent à ton numéro de portefeuille. Et tout ce que tu sais, c'est que tu as reçu de l'argent depuis mon numéro de portefeuille. Si on ne se connaît pas, et que je ne connais que ton numéro de portefeuille, je ne te retrouverai jamais. Quelqu'un qui regarde la transaction, puis qui connaît personne, ne saura jamais qui a envoyé de l'argent à qui. Il va savoir exactement combien d'argent est parti de quel portefeuille à quel autre portefeuille,
mais c'est impossible de savoir qui. Est-ce que le principe de fonctionnement est le même pour toutes les autres crypto-monnaies, c'est-à-dire une blockchain, un nombre fixe, des ASIC pour miner, etc.? Plusieurs crypto-monnaies vont utiliser le même concept ou quelque chose de fortement inspiré de la blockchain, mais d'autres monnaies vont utiliser des manières différentes et c'est un laboratoire d'expérimentation souvent. Elles ont toutes en commun, ou à peu près, une volonté de rareté et de récompense à l'effort et à l'implication dans la communauté. Mais il y en a qui sont complètement différentes du Bitcoin. Il reste combien de bitcoins à miner à ce jour, sachant qu'il n'y en aura jamais plus que 21 millions? En date d'aujourd'hui, il y a environ 94% des bitcoins disponibles. On parle de 19 millions 3 quarts qui sont déjà minés. Il reste 1 million 3 quarts de bitcoins à trouver. Mais si on se rappelle qu'il y a une division par 2 de la récompense à tous les 4 ans, on devrait pouvoir en trouver aux 10 minutes jusqu'en l'an 2140. Mais rendu là, ça va être des fractions de fractions. C'est déjà pas beaucoup. La valeur du bitcoin est garantie par qui et par quoi? Qu'est-ce qui nous dit que ça ne s'effondrera pas du jour au lendemain? Oh, la belle question! Et rappelez-vous que je ne suis pas économiste. Mais bon, c'est garanti par personne. C'est l'offre et la demande pure, comme la bourse. D'ailleurs, toutes les monnaies dans le monde sont basées sur la confiance. C'est pour ça que le dollar américain, le dollar canadien, l'euro, le yen, les valeurs de ces monnaies-là changent à tous les jours l'une par rapport à l'autre. C'est une question de confiance des investisseurs envers un pays, envers une institution, envers une économie. C'est pas un problème qui est unique à Bitcoin, donc il n'y a rien qui garantit rien. Mais c'est vrai aussi pour l'argent physique. Et enfin, c'est de la merde, les bitcoins! Celui qui a commencé ou inventé ça, c'est comme les ordis, il y a des virus, je crois pas à ça, les bitcoins! En tout cas, j'ai jamais entendu dire qu'une personne avait acheté une maison avec ça! Comment je te dirais ça? Un koala, là, j'en ai jamais vu un vrai en personne. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Mais mettons plus sérieusement, là, qu'est-ce qui dit que la personne n'a pas vendu des bitcoins pour être capable d'avoir un cash down pour acheter sa maison? Hein? Hein? Pas penser à ça, hein? Hein? Avec ça, je pense qu'on a fait le tour de Bitcoin. À partir de maintenant, si j'ai vraiment piqué votre curiosité, libre à vous de continuer à vous éduquer. N'oubliez jamais que pour des raisons légales, je ne vous recommande aucun site, je ne vous recommande aucun investissement et je ne vous donne aucun conseil financier d'aucune sorte. Vous êtes des adultes, vous êtes capables de prendre vos propres décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et sincèrement, merci 21 millions de fois pour votre intérêt. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez, puis mes prochaines capsules vont être plus simples et plus courtes, je vous le promets.